Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les smileys et autres émoticônes ont-ils abouti à une révolution du langage, révolution mondiale? Ces pictogrammes appauvrissent-ils le langage en fait ou l'enrichissent-ils? Comment faut-il se placer, se situer pour comprendre ce que ces petites choses, ces petites bêtes qui apparaissent dans les messages de nos téléphones portables, avec sourire ou sans, sont en train de transformer? Les géants du numérique ont peut-être mis la main aussi sur l'expression de nos sentiments. On va voir tout ça avec nos invités aujourd'hui. Le linguiste Pierre Alté qui est à mes côtés, maître de conférence à l'université Paris-Descartes, on dit Université de Paris Eh aujourd'hui. oui, Bonjour. fusionné. Bonjour. Spécialiste en sémiotique des émoticônes et des interjections. C'est une spécialité nouvelle? Alors la sémiotique, non, la sémiotique, c'est une Non, très très on la vieille connaît. discipline. Mais la que vous sémiotique connaissez. des émoticônes et des interjections. L'objet d'étude, effectivement, est assez nouveau. Effectivement, oui, je crois avoir été un des premiers à faire une thèse sur le sujet. Et je suis pas très vieux, j'espère. Donc oui, c'est un sujet assez nouveau, oui. Vous faites des thèses sur le sujet, est-ce que vous pratiquez aussi beaucoup? J'en Avec votre produis, téléphone portable, j'en vous en produis produisez? parfois, bien sûr, ouais, et de façon un peu décalée souvent, un peu ludique, mais effectivement, j'en produis, oui. À nos côtés, virtuellement, Stéphanie Cabre, qui est journaliste installée à Montréal, spécialiste des écosystèmes numériques, réalisatrice de la série documentaire Emoji Nation, diffusée sur arte.tv à partir du 15 décembre. Elle revient dans ce film, cette série, sur ce phénomène qui est né au Japon avant de conquérir l'Occident et sur les enjeux stratégiques de cette nouvelle, faut-il parler de quoi? D'expression. Bonjour Stéphanie Cabre. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. L'Emoji Nation, ça concerne le monde entier en fait aujourd'hui. C'est une nation sans frontières. Ah bah, oui, c'est vraiment une nation sans frontières. Enfin, 92% de la population connectée utilise les emojis. Rien que sur Facebook Messenger, ils s'en échangent près de 5 milliards. Enfin, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. Vous faites la différence, vous, Pierre Alté, et peut-être vous allez pouvoir nous l'expliquer, entre emoji et émoticône. Quelle est-elle? Alors, on a beaucoup de problèmes terminologiques autour de ces pictogrammes. Alors moi, je vais utiliser le terme générique qui est pictogramme, qui est un petit signe iconique, c'est-à-dire qui ressemble à un objet et qui s'insère dans des systèmes d'écriture. Ça, c'est la définition du pictogramme. Après, pour parler des signes spécifiques qui nous concernent ici, il y a plusieurs choses qui sont apparues au fil du temps. Il y a le nom de smiley, le nom d'émoticône, le nom d'emoji. Traditionnellement, si j'ose dire, la tradition n'est pas très ancienne, mais on parle d'émoticônes pour les signes qui sont fabriqués avec les signes de ponctuation du clavier. Par exemple, 2 points, parenthèse fermante, pour faire un petit sourire qu'on lit en penchant la tête vers la gauche. Et on va garder le terme emoji pour la banque de pictogrammes qui s'est installée au début des années 2000 dans nos systèmes de communication par téléphonie mobile, apparus au Japon. Ce sont des pictogrammes qui sont, eux, beaucoup plus dessinés, beaucoup plus figuratifs, on va dire plutôt, que les premières émoticônes qui, elles, datent des années 80. Oui, là, le choix est effectivement beaucoup plus varié, beaucoup plus étendu. Comment sont nés ces pictogrammes? De l'imagination de qui sont-ils sortis? De quelle nation, de cette emoji nation? Comme vous le formulez, Stéphanie Cabre, on retourne dans votre documentaire où on y va avec un premier extrait. On va écouter la parole, le témoignage du designer des premiers emojis, Shigetaka Kurita. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Shigetaka Kurita. En 1998, j'ai développé les emojis au Japon. C'est moi qui ai inventé les emojis que vous utilisez. À l'époque, Shigetaka travaille à la mise en place d'une nouvelle messagerie pour NTT Docomo, l'un des plus grands opérateurs téléphoniques japonais. Les premiers services de messagerie ne permettaient pas d'utiliser plus de 250 caractères japonais. À cause de cette limite, lorsqu'on envoyait des phrases courtes, il était difficile de faire passer des émotions et leurs nuances. Stéphanie Cabre, il a fallu aller au Japon pour revenir aux origines de ces emojis. Tout à fait, il a fallu aller au Japon virtuellement. Mais oui, il faut savoir qu'à la fin des années 90, les emojis sont vraiment courants en fait dans les premiers téléphones japonais, dans ce qu'on appelle aussi les pocket bells.
C'était en fait l'ancêtre du téléphone. Shigetaka Kurita travaille donc pour NTT Docomo, qui est un des plus grands opérateurs japonais, et ils sont en train de mettre en place en fait l'Internet mobile, ce qu'on appelle les services e-mode, et ils travaillent effectivement à la mise en place de cette messagerie, dont les messages, les textes sont limités à 250 caractères, et lui va se dire, mais en fait, pour mettre un peu de nuance, de l'ironie, des informations basiques, comme, je ne sais pas, la circulation, la météo, pourquoi pas instaurer des pictogrammes dans cette messagerie, et donc il travaille avec une équipe, et il met en place en fait tout un premier set d'émojis, 176 émojis au total, qui sont très minimalistes, enfin je crois que c'est des émojis de 12 pixels x 12, très minimalistes, très chic, très élégants, totalement différents des émojis qu'on connaît aujourd'hui, qui sont beaucoup plus cartoonesques, et c'est ce qui m'intéressait en fait, de savoir pourquoi ces émojis qui étaient très élégants au départ étaient devenus tellement cartoonesques, à tel point que les premiers émojis de Shigetaka Kurita ont même été intégrés à la collection permanente du MoMA en 2016. Donc ce sont des œuvres d'art. Donc l'idée de savoir que des œuvres d'art étaient devenues quelque chose de mainstream, popularisé par l'Occident, comme vous l'avez dit, c'était vraiment pour moi tout l'enjeu de ce documentaire, essayer de comprendre pourquoi l'Occident s'était quelque part emparé de ces symboles. Et pourquoi? Est-ce que la première piste que vous avez suivie pour comprendre cette réappropriation vous a amené où? En fait, ça m'amène quand même assez loin. On sait que quand même dominer un langage, dominer une langue, c'est quand même un des premiers leviers de domination quelque part. Nous, on le sait bien, là je suis à Montréal, je suis au Québec. C'est quelque chose qu'en fait les Québécois connaissent. Ils ont été pendant des années dominés quelque part par la langue anglaise. Encore aujourd'hui, c'est une des problématiques qui fait énormément parler dans l'actualité. Donc en fait, s'emparer d'un langage, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. C'est ce que je voulais montrer, que c'était quand même assez pertinent de se poser cette question et de se faire la réflexion que peut-être il y avait quelque chose qui était un peu plus insidieux derrière. Et alors, ce qui est intéressant, Pierre Alté, c'est aussi qu'avec ces pictogrammes nés au Japon à la fin des années 90, on voit qu'il y a l'idée au départ d'apporter de la nuance, d'introduire des signes dans un monde de mots. Au départ, en tout cas, c'est une extension de ma communication. Je peux apporter quelque chose de plus dans mon message. Oui. Et après, on va parler de standardisation, finalement. C'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Cette comparaison que fait Stéphanie Cabre aussi avec l'histoire de l'art, c'est vrai qu'il y a un côté hiéroglyphe auquel on pense tout de suite quand on voit ces pictogrammes. Oui, alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Alors déjà, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau pour l'être humain que de s'exprimer par pictogramme. Nos premières formes d'écriture sont pictographiques. Donc l'idée qu'on va s'exprimer à l'écrit en représentant des choses, en produisant des images qui leur ressemblent, n'est pas nouvelle. D'autre part, ce qu'il faut dire aussi, c'est que certes, il y a l'origine dont on parle ici, l'origine historique des emojis qui se trouve au Japon, mais l'origine, elle est plus profonde que ça, c'est-à-dire que, comme vous l'avez sous-entendu à l'instant, l'interaction humaine en face à face nécessite des gestes, des mimiques, etc. Dès qu'on se met à communiquer à l'écrit de façon synchrone en ligne, c'est-à-dire dès l'apparition des premiers logiciels de chat, c'est les années 70, on voit des pictogrammes apparaître qui représentent des gestes, des mimiques, etc. Et ces gestes, ces mimiques graphiques, en fait, viennent remplacer tout simplement les gestes et mimiques dont on a besoin pour interagir en face à face. Et en quelque sorte, l'origine des emojis et des émoticônes, c'est cette communication synchrone, numérique à l'écrit. Et ça, c'est vraiment une révolution dans l'histoire de l'humanité, puisque jamais on avait communiqué comme ça auparavant. Donc l'idée de s'exprimer par des images n'est pas nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, et complètement nouveau dans la communication humaine, c'est l'idée d'utiliser des images comme support de construction du sens, c'est-à-dire en rapportant tout ce qui relève à l'oral, en interaction en face à face, des gestes, des mimiques, etc. Et en même temps, avec tous ces pictogrammes, on apporte moins de nuances qu'on pourrait apporter avec les mots. Mais il y avait ce problème de la place. C'est aussi comme ça que ces pictogrammes sont entrés dans nos messages. Il fallait faire court avec un nombre de signes réduit. Et c'était peut-être la capacité ou la possibilité qu'a l'envoyeur de pouvoir exprimer quelque chose avec peu de mots, peu de signes, justement. Alors effectivement, il y a une contrainte d'efficacité et de rapidité.
Néanmoins, je pense qu'il faut la nuancer parce que dans les premiers logiciels de chat, vous n'avez pas de limite de caractères ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont apparues pour remplacer une couche de sens dont on a besoin. C'est le corps de l'autre en fait. On a besoin quand on communique de voir l'autre, de voir ses expressions. Tout ça rentre en interaction avec ce qu'on dit. Il y a d'une part ce qu'on dit, on décrit des choses, on utilise la langue pour parler de choses, mais il y a ce qu'on montre en même temps. Et ces deux choses-là interagissent constamment. C'est la même chose pour les interactions entre les emojis et les énoncés écrits qu'elles accompagnent. Oui, voilà, je m'arrête là. Non, c'est intéressant parce que aussi beaucoup racontent en fait, on comprend assez vite que ces pictogrammes, on les utilise rarement seuls. Ça peut arriver quand on veut vraiment abréger le message. C'est ce que je voulais rajouter. En fait, il joue souvent le rôle de ponctuation, en fait, de béquille syntaxique à la fin de nos phrases. On n'en voit jamais, en fait. Ou parfois, quand on est vraiment très content, qu'on veut appuyer quelque chose, on envoie plusieurs emojis, mais sans texte. Mais en fait, on les utilise vraiment à la fin de nos phrases ou ce que peut renchérir Pierre, en fait. Oui, tout à fait. En fait, il faut faire, je pense, un peu attention avec la comparaison avec la ponctuation. Il y a une chose qui est que, en tant que pictogramme, les emojis ne peuvent pas s'intégrer à la syntaxe des phrases, ou difficilement. Elles ne peuvent se positionner qu'en dehors des propositions syntaxiques, si on veut. Donc on les met systématiquement à droite des énoncés. Et puisque les premières formes de pictogrammes étaient faits de signes de ponctuation, c'est pas évident de faire cohabiter les signes de ponctuation qui normalement accompagnent un énoncé écrit classique et les signes de ponctuation qui constituent une émoticône, par exemple, qui est constituée elle-même de signes de ponctuation. Ça peut être une piste pour expliquer pourquoi les émoticônes se sont mis à remplacer les signes de ponctuation. Par ailleurs, dans notre ponctuation, il y a toute une dimension qu'on appelle modale, c'est-à-dire qu'on a de la ponctuation qui sert à indiquer des émotions. Le point d'exclamation, par exemple, sert à indiquer l'énervement, des choses comme ça. Donc il est tout naturel que des pictogrammes qui renvoient à des gestes ou des mimiques qui renvoient elles-mêmes à des émotions soient remplacés par des pictogrammes, quoi. On va écouter le témoignage d'une jeune Française sur France Culture, extrait d'un pixel. Elle s'appelle Alexandra, puis elle parle de ses usages. Faut que je réponde au texto d'Adi. Je lui écris quoi? Sois cool. Quoi? Envoie-lui un emoji. Oh. Bon, d'accord, sois cool. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Wouhou! Là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Ici, chacun de nous ne fait qu'une chose, mais chaque fois, on a intérêt à assurer. Message entrant. On demande bof. Ah, qui? Moi? Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? Il se trompe de visage! C'est quoi ça? Ça m'a attiré le fait de pouvoir mettre un visage sur les phrases. Parce que le gros problème avec les discussions par message texte, c'est qu'on ne peut pas voir l'expression de la personne quand il les écrit. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir utiliser ça pour permettre à la personne de voir quand je rigole ou quand je suis plutôt sérieuse. Génial! Je vais travailler pour le téléphone alors que je suis qu'une petite crotte. C'est parce que je crois en toi, fiston. Est-ce qu'on doit se laver les mains? Non. Catastrophique. Voilà, un témoignage France Culture et des extraits du film Le Monde secret des emojis, sorti en 2017, Pierre Altet. Est-ce que finalement ces emojis ou ces pictogrammes sont si bien faits, sont tellement bien faits qu'il ne peut jamais y avoir d'incompréhension, de mécompréhension par celui qui les reçoit? Et est-ce que ce langage est aussi universel qu'il en a l'air? Alors... C'est du 2 en 1, mais c'est la même question. Ouais, prenez pas point tout 1, à point fait. 2, d'accord. Point 1 sur la mécompréhension. Évidemment, oui. Il y a de l'ambiguïté, il y a des problèmes de compréhension, d'interprétation autour des emojis. Surtout qu'il y en a maintenant beaucoup dans la banque d'emojis. Alors, je ne sais plus, peut-être que Stéphanie sait le nombre exact, mais... Il y en a plus de 3000, je pense qu'on est ça, à 3600 et quelques. Ouais. Donc effectivement, il y en a énormément, donc certaines sont très peu utilisées. Donc il se peut aussi qu'en fonction de la fréquence d'utilisation des emojis, leur sens soit plus ou moins stable. Les emojis utilisés de façon très fréquente, qui sont par exemple l'emoji qui pleure de rire, le sourire, les cœurs, etc., leur sens est à peu près stabilisé, c'est-à-dire qu'elles sont employées à peu près par tout le monde
avec les mêmes fonctions, avec le même rôle. Voilà, celui qui l'écrit des États-Unis jusqu'au Japon. Oui, il y a quand même des nuances culturelles, il faut quand même le dire. Mais disons que ce que je veux simplement souligner, c'est qu'il y a des emojis qui ont un sens assez stable de par leur fréquence d'usage. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont plus nouvelles ou moins utilisées, pour lesquelles l'interprétation est plus difficile. Je pense au sourire retourné, par exemple, où la bouche est en haut, qui est arrivé il y a ça doit être l'année dernière, ou il y a quelques années, je ne sais plus, qui provoque plus d'incompréhension. Après, sur l'universalité de ce langage, il y a un grand fantasme qui traverse aussi la sémiotique, d'ailleurs, qui est de dire que l'image, c'est universel, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît une image spontanément. Il me semble que c'est un fantasme, c'est-à-dire que la reconnaissance d'une image, elle vient de pratiques culturelles, en fait. C'est quelque chose qui est construit culturellement. Alors, c'est plutôt l'émotion qu'elle traduit, qu'on aurait tendance à supposer universelle. Voilà. Vous le disiez, en tout cas sur des émoticônes stables, le sourire, la larme. Je pense que tout le monde a une larme quand il pleure, exactement. Partout dans le monde, non ? Tout à fait. Oui. Bon. Il y a deux niveaux d'universalité quand on parle d'universalité des emojis. Il y a l'universalité de la reconnaissance d'une image, ça c'est une chose, et c'est culturellement construit à mon avis. Et il y a la reconnaissance de ce que signifie l'image, qui peut être une émotion, etc. Et là, effectivement, dans notre monde de plus en plus mondialisé, on a tendance à interpréter les emojis, les émoticônes de la même façon, même si quand même, il ne faut pas perdre de vue que les façons d'interagir, je parle des façons d'interagir réelles ici, entre êtres humains, dans différentes cultures, sont différentes. Les Japonais, par exemple, si vous interagissez avec un Japonais, pour comprendre vos émotions, il va regarder vos yeux. Un occidental regarde plutôt les bouches. C'est assez amusant de constater que, par exemple, les émoticônes en signe de ponctuation au Japon font varier uniquement les yeux, alors que les émoticônes produits en Occident ne font varier que les bouches. C'est-à-dire que les émoticônes, tous les pictogrammes qu'on utilise pour représenter nos émotions suivent les codes culturels des interactions réelles entre les gens. Donc, l'universalité, elle est relative, parce que nos modes d'utilisation des gestes pour nous faire comprendre, il est aussi culturellement déterminé. Le sourire n'a pas la même valeur partout, en d'autres termes. Stéphanie Cabre, c'est intéressant. Là, on parle très sérieusement avec un linguiste, Pierre Altet, de ces pictogrammes et de leur valeur. Alors, pas simplement en termes justement de sémiotique, mais aussi de linguistique. Pour vous, c'est quoi, au fond, tout ça ? C'est un nouveau langage ? C'est une sorte d'espéranto 2.0 ? C'est un argot visuel ? De quoi parle-t-on ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une langue. D'ailleurs, Pierre Altet le dit très bien dans la série. C'est pas une langue. On peut pas mettre plusieurs mots à côté. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de grammaire. Mais c'est un langage. C'est un ensemble de signes. Ça, c'est sûr. On peut pas le nier. Moi, je pense que c'est une forme de langage de l'internet, qui, comme les gifs, comme tout ce qu'on utilise en fait pour interagir dans nos vies numériques, va peut-être aller plus dans le futur, peut-être d'hybridation entre emojis, gifs. Maintenant, j'ai vu que Facebook voulait mettre des sound emojis, des emojis qui produisent des sons quand on les envoie. C'est plus de l'ordre de... Pour moi, en fait, quand je les utilise, et effectivement, depuis que j'ai fait le documentaire, j'en utilise moins. J'en utilise plus avec parcimonie, parce que je suis revenue aux anciens signes, 2 points, parenthèse, et parfois 2 points, double parenthèse, parce que je me rends compte que quand je mets juste 2 points, parenthèse, en fait, un smiley se produit directement, donc je suis obligée de remettre une double parenthèse. C'est une façon pour moi d'amener de la nuance, de l'ironie. Oui, voilà. Voilà. Invitée jusqu'à 13h30, Stéphanie Cabre, qui est journaliste avec nous en direct de Montréal et qui est la réalisatrice d'une série documentaire Emojination, jeu de mots avec imagination, Emojination, diffusée sur arte.tv à partir d'aujourd'hui. Et le linguiste Pierre Altet qui contribue à cette série documentaire et qui est par ailleurs professeur en la matière. France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
Stéphanie Cabre, vous l'évoquiez sur ces pictogrammes, vous avez enquêté, vous avez cherché à comprendre à la fois comment le phénomène était apparu au Japon avant de conquérir l'Occident, comprendre comment ces pictogrammes sont devenus aussi populaires auprès des utilisateurs, ce qu'ils traduisent, mais aussi les nouveaux enjeux stratégiques qu'il peut y avoir derrière eux. Aujourd'hui, il faut savoir, et votre série documentaire le raconte bien, qu'il existe une sorte d'académie française de l'emoji qui valide ou refuse, fait entrer ou pas au répertoire de nouveaux pictogrammes. Sauf qu'elle est internationale, cette académie, et que c'est un consortium qui compose, Stéphanie Cabre, cet organisme. Alors elle est surtout américaine. En fait, le consortium Unicode, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé à la fin des années 80, début des années 90, par deux grosses entreprises de logiciels de traitement de texte qui sont Apple et Xerox. À la base, en fait, le consortium Unicode, c'est génial. En fait, ça nous permet de nous envoyer, en fait, qu'on soit au Japon, en France, en Allemagne, des textes et de recevoir le texte sous la bonne forme, sans les bugs. Vous vous souvenez, les petits points d'interrogation qu'on peut recevoir ou les petits carrés. Donc, en fait, c'était le temple de toutes les écritures, en fait, digitales. Et qui, à la fin des années 90, début des années 2000, va s'apercevoir qu'au Japon, effectivement, ces emojis ont un succès phénoménal et vont décider en fait de s'occuper également des emojis et de les encoder, et de les encoder également dans leur standard Unicode. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. On vous entend très bien. C'est moi qui tapais mon micro, pardon, en vous écoutant. Désolée. Pas de souci. Je ne sais plus où j'en étais. Vous parlez de comment ils les encodaient. Oui, et donc du coup vont aussi encoder les emojis, vont s'en occuper, mais en même temps, en prenant les emojis sous leur aile, ils vont ouvrir une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce sont ces experts du numérique qui décident de créer tel ou tel emoji, mais ensuite, ils vont se rendre compte que c'est pas possible, et donc ils vont proposer à n'importe quel citoyen, vous, Olivia, moi, en fait, ou Pierre, on peut proposer un emoji. Mais au final, sous des couverts assez démocratiques, c'est le consortium qui a le final cut et qui valide cet emoji. Oui, à savoir que dans ce consortium, effectivement, ce sont des plus grandes entreprises de la Silicon Valley qui siègent. Donc on a Google, on a Apple, on a Facebook, on a Netflix. Il y a des gouvernements également comme le Sultanat d'Oman, le gouvernement indien. Et donc ce sont ces experts du numérique qui décident de quel emoji on va retrouver sur nos téléphones. Mais ça, c'est fou, parce que si on avait pu, vous, Pierre et moi, peut-être être dans ce consortium et démocratiquement et de manière presque citoyenne aussi décider de ce qui allait faire notre langage ou caractériser nos expressions dans nos échanges, ça aurait pu être très, très intéressant. Aujourd'hui, vous le dites, cet organisme basé dans la Silicon Valley, à but non lucratif, va quand même valider, encoder ces emojis et compte parmi ses adhérents des grands, des GAFAM qui, via ce travail-là, limitent ou délimitent nos usages. Pierre Alté, c'est assez étonnant. Alors, c'est étonnant, c'est même assez problématique, je trouve. Il y a un intervenant dans le documentaire, d'ailleurs, russe, qui en parle bien, avec qui je suis assez d'accord. Alors, il y a pour moi pas de mal à utiliser des emojis pour s'exprimer, aucun problème. À représenter ses émotions par des images. Le problème, c'est quand ces émotions sont standardisées par une banque de caractères et que ces caractères sont choisis par des grandes entreprises du numérique. En d'autres termes, ce consortium a le contrôle de la représentation de nos émotions dans nos discours. Et la représentation de nos émotions, alors j'aime bien aussi dans le documentaire, il y a quelqu'un qui dit bon, c'est pas non plus le problème le plus grave sur la planète, effectivement, mais c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire que nos identités numériques, qui constituent aujourd'hui une part assez importante de nos identités pour la plupart d'entre nous, sont en grande partie déterminées par les façons qu'on a de nous représenter, et ces façons-là sont au contrôle de ce consortium. Alors vous évoquiez cet écrivain chercheur russe, on va écouter Evgeny Morozov. I see nothing specifically
Je ne vois rien de mal à utiliser les emojis pour communiquer. Le véritable danger de ce nouveau langage ne relève pas tant de la communication par emoji que du fait que les entreprises, comme les GAFAM, utilisent leur propre langage et perception de la réalité et qu'elles imposent ces impératifs et objectifs à notre société en les érigeant en objectifs évidents allant dans l'intérêt de la société. Voilà, Stéphanie Cabre, sur cette explication donnée dans votre série documentaire Emoji Nation. Les dangers aussi de cette mainmise des GAFAM, de cette maîtrise de ces codes et de ces pictogrammes. Oui, parce que je trouve que ça va plus loin même. Enfin, tant que, en fait, les emojis sont des caractères au même titre que les lettres, en fait, et sont encodés de la même manière, en fait, par l'Unicode. Mais tant que ça touche des lettres A, B, C, D, en fait, des lettres qui sont en signifiant conventionnel, mais là, en fait, des emojis, on va plus loin. C'est quand même un concept. Un emoji va plus loin qu'une lettre. Donc, en fait, effectivement, comme disait Pierre, c'est le contrôle des émotions, le contrôle des concepts. Et même si le consortium Unicode s'est voulu plus inclusif ces dernières années, parce qu'au départ, les emojis étaient tous jaunes, il a fallu attendre 2015 pour avoir des couleurs de peau. Là, je crois que l'année prochaine, on aura un homme enceint. Donc, même si le consortium se veut inclusif, il y a quand même des manques, il y a quand même des absences. On ne peut pas le nier, en fait. Et le fait de penser que ce sont ces grandes entreprises, ces experts du numérique qui sont effectivement que des hommes, blancs d'une cinquantaine, soixantaine d'années, ça peut être problématique. Mais un homme enceint, par exemple, pour vous, sous forme d'émoji, ça dit quoi ? Vous parlez à Pierre. À vous, Stéphanie Cabre, vous l'avez écoutez, moi je trouve ça bien. Je crois qu'on a vu récemment un rappeur américain qui faisait la promotion de son album en étant enceint. Je parle de Lil Nas X, je crois. Mais moi je trouve ça bien, mais je pense qu'avant, je trouve ça très inclusif, je trouve. Mais ce qui n'empêche qu'à force de vouloir trop être inclusif, peut-être qu'on oublie certains emojis. Oui, c'est intéressant. Il y a aussi cette idée, ou ce que vous rappelez, que le consortium a accepté un nouvel emoji, un emoji hijab, à la demande d'une jeune saoudienne de 15 ans. Ça fait partie des nouveautés aussi, qui font que ce langage qui se voulait universel est petit à petit aussi en train à la fois de se singulariser par communauté, par sensibilité, et en même temps tente d'inclure, de prendre en compte tous les possibles. Oui, et puis c'est des énormes enjeux identitaires, en fait, parce que ça permet effectivement de fédérer des communautés, comme vous le disiez, mais également des questions de marketing. Enfin, si on a son emoji, on va pouvoir faire plus de promos. Je me souviens, par exemple, avoir parlé avec les responsables de ceux qui veulent, en fait, l'emoji braise, le drapeau breton, qui disait effectivement, si on a un emoji, ça va être une meilleure représentation de la Bretagne, ça va être des gains économiques. Et tout le monde, en fait, veut son emoji parce que ça cristallise des enjeux identitaires, des enjeux communautaires. Alors, ils l'ont eu ou pas, les Bretons ? Non, ils ne l'ont pas eu, mais il n'y a pas qu'eux qui demandent un drapeau. Je crois qu'il y a 250 drapeaux dans la banque des emojis. Enfin, il y a les Catalans, il y a les Basques. Et quelque part, ils ont raison. Il y a les Québécois, d'ailleurs, les Québécois qui viennent de déposer au mois de mai dernier une motion à l'Assemblée nationale pour avoir un drapeau québécois. Je ne sais pas où est la démarche, mais voilà, tout le monde veut son emoji à tout prix. Voilà, et puis on peut aller pareil sur les patrimoines gastronomiques. On a le sushi, on a la pizza, on a le hamburger, et pourquoi pas demain, je sais pas moi, les spaghettis qui doivent déjà y être, mais bon, voilà. Et on imagine chacun militant auprès de ce consortium pour avoir son emoji. Mais logiquement, vous pouvez vous dire, voilà, il y a un bretzel alsacien, pourquoi il n'y a pas des churros espagnols ? Ouais, voilà. C'est intéressant parce qu'il y a aussi une démarche qui peut être très institutionnelle auprès de ces plateformes. C'est notamment au consortium et à eux que l'on doit ne plus avoir et de ne plus voir de gouttes de sang sortir de l'emoji seringue. C'était pas très bon comme indicateur et représentation, notamment en période vaccinale. On voit que là, à travers ces petits pictogrammes qui n'ont l'air de rien, il y a aussi à la fois un risque de standardisation, d'uniformisation, mais aussi quand même de manipulation. Pierre Alté. Oui, alors comme l'a bien dit Stéphanie, il y a des enjeux derrière qui sont marketing. Donc il y a aussi des combats
de marques qui cherchent à imposer leur pictogramme de produits spécifiques dans la banque emoji. Vous avez plein de choses comme ça. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions. Et moi, la question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est de savoir si c'est vraiment une bonne chose que chacun... Enfin, non, je vais le dire autrement. Je trouve que c'est le reflet vraiment de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des questions identitaires un peu qui se posent partout et qui sont poussées à l'extrême. Et au final, moi, je me dis, j'étais bien content quand il y avait simplement des émoticônes en signe de ponctuation qui ne représentaient personne, mais en même temps tout le monde. Et là, je me demande si le fait de spécifier toujours plus les identités par les pictogrammes ne contribue pas ou ne rend pas possible plus facilement l'isolement justement de ces identités les unes par rapport aux autres et les conflits entre elles. Alors, il y a deux universitaires, Luke Stark et Kate Crawford, qui, dans un article dans Slate, racontent qu'il y a quand même quelque chose d'assez conservateur dans tout ça et que le potentiel d'émancipation est contraint par les limites inhérentes à l'aspect industriel et commercial de ces pictogrammes. Il y a cette réalité-là, mais il y en a une autre, et on conclura là-dessus avec vous, Pierre Altet, si vous le voulez bien. C'est qu'aujourd'hui, c'est le retour de l'image et l'avènement de la vidéo avec TikTok, avec Instagram notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont signer ensemble, images et vidéos, elles vont signer main dans la main la mort des emojis? On ne va plus en avoir besoin en fait. Alors, disons que pour l'instant, les communications numériques en ligne se font toujours à l'écrit. Tant qu'il y aura de l'écrit produit de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps, derrière chacun son interface, tant qu'on communiquera comme ça à l'écrit, je pense que les émoticônes et les emojis ont un bel avenir parce que elles sont en fait nécessaires à ce type de communication. Si effectivement les modes de communication évoluent pour faire disparaître l'écrit de ce mode de communication, alors peut-être effectivement que les emojis vont disparaître. Voilà, on a ouvert avec vous en disant que c'était un champ de recherche en plein essor. Attention, reste à savoir si c'est aussi une spécialité d'avenir. Merci beaucoup Pierre Altet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un grand merci à vous Stéphanie Cabre pour d'avoir évoqué avec nous cette série documentaire qui est diffusée dès aujourd'hui sur arte.tv, Emoji Nation. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées aujourd'hui et Oriane Delacroix et Marie Fraboulet pour La Grande Table Culture. C'était Thomas Beau à la réalisation avec Jacques Hubert à la technique. Merci messieurs.